Les gens sont un peu découragés par rapport au service public parce que si vous allez dans les hôpitaux publics, d'abord il y a l'attente qui est longue, il y a des files de personnes qui attendent ici et généralement les gens ne viennent pas à l'heure et ensuite le service n'est pas tout à fait des meilleurs parce que l'accueil n'est pas un accueil tel que souhaité par les patients. Donc cela explique le fait que les gens préfèrent aller dans les cliniques, ceux qui ont des moyens. Donc ceux qui vont aller dans les hôpitaux publics, c'est ils sont obligés d'y aller parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ceux qui ont les moyens, ils vont aller dans les cliniques. Il y a beaucoup plus de sérieux dans le privé que dans le public. Bon, alors celle-là, elle est décédée comme ça parce que tout simplement, elle est tombée malade. On l'a évacuée à l'hôpital. Au lieu de s'enquérir effectivement de sa maladie, on lui a fait, n'est-ce pas, une perfusion qui lui a rendu l'âme. Parce que tout simplement, celle-là était diabétique. On aurait dû, n'est-ce pas, regarder, voir est-ce qu'elle est diabétique ou pas. On lui donne du glucose et c'est de là qu'elle a trépassé, vous savez. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de sérieux. Quelquefois, vous allez dans le public, vous amenez votre malade, vous trouvez alors des infirmières ou bien des sages-femmes en train de causer, de prendre peut-être leur petit déjeuner ou quelque chose. Il n'y a pas de sérieux, s'il faut dire vrai. Dans les hôpitaux publics, des fois, si tu parles là-bas, tu ne pourras même pas trouver l'infirmier ou le médecin, quoi. Donc toutefois, tout le temps, ils sont en grève, quoi, contrairement dans les hôpitaux privés, quoi. Là-bas, chaque fois, si tu pars, tu peux trouver le médecin, parce que c'est son propre emploi, quoi. Donc cet emploi-là, ça ne parvient pas à l'État, quoi. Lui, il peut faire ça sans problème. Donc ceux qui travaillent, c'est ce qu'ils parviennent à gagner, quoi. Contrairement dans les hôpitaux publics, quoi. Pour les hôpitaux, la solution, elle est simple. Que chacun à son niveau de responsabilité soit conscient de la mission qui lui a été assignée par le peuple. Donc chacun doit faire les choses de la manière la meilleure des manières. Tant que cela n'est pas fait, donc il y a toujours un système qui est là, qui est un système laxiste, qui ressemble à du sabotage. Chacun fait ce qu'il veut et va chercher ses propres intérêts. C'est pas bien. Voilà, nous avons vraiment voulu saisir, n'est-ce pas, l'opportunité que nous offre, n'est-ce pas, la journée mondiale, n'est-ce pas, de la vue, qu'on célèbre, n'est-ce pas, chaque année au mois d'octobre, donc pour parler un peu des problèmes, n'est-ce pas, de santé oculaire. Donc je crois que dans le monde, on sait qu'il y a plus de 36 millions d'aveugles et nous savons que les 75% de ces 36 millions-là d'aveugles, n'est-ce pas, pouvaient être évités. Sans compter maintenant les malvoyants qui sont au nombre de 256 millions, hein, ceux qui ont la cataracte aussi qui est une des maladies, n'est-ce pas, cécitantes, et qu'on peut éviter, n'est-ce pas, par une prise en charge précoce. Donc tout cela fait que, bon, c'est comme si la santé oculaire, n'est-ce pas, était le parents pauvres, n'est-ce pas, des programmes de santé, parce que quand vous voyez les autres programmes, que ce soit avec le VIH, que ce soit avec la santé maternelle et infantile, c'est des programmes, n'est-ce pas, qui ont des appuis, qui ont des bailleurs. Et ce qui fait qu'on a d'excellents résultats par rapport, n'est-ce pas, à ces programmes-là. Mais avec la santé oculaire, effectivement, bon, c'est un peu dommage de le dire, mais nous, au niveau de la région de Ziguinchor, par exemple, nous avons qu'un seul partenaire qui nous appuie, n'est-ce pas, par rapport à la lutte contre, n'est-ce pas, ces cécités, n'est-ce pas, qui sont vraiment évitables. Et quand on sait le poids de ces cécités sur l'économie de la santé, sur l'économie de façon générale, donc vous comprendrez aisément qu'il est urgent, n'est-ce pas, qu'on en parle. Et le problème, c'est que le plus souvent aussi les populations ne sont pas informées, ne sont pas bien informées, n'est-ce pas, de la santé, n'est-ce pas, oculaire de façon générale. Nous aussi, au niveau de Ziguinchor, bon, nous avons pratiquement au niveau des centres de santé, n'est-ce pas, des unités, n'est-ce pas, de soins oculaires. Donc c'est dire que vraiment, par rapport à la disponibilité des services, n'est-ce pas, de santé oculaire, bon, on ne se plaint pas trop, hein, contrairement aux autres régions. Donc nous avons, comme je l'ai dit, au niveau de chaque centre de santé, des unités de soins oculaires. Nous avons aussi le service oculaire au niveau de l'hôpital régional. Nous avons même un atelier, n'est-ce pas, optique pour la correction, n'est-ce pas, de la vue, n'est-ce pas, avec les lunettes et autres. Donc c'est dire que maintenant, ce qui reste, c'est de susciter un peu la demande, de sensibiliser les populations, bon, pour qu'ils viennent, en fait, au niveau des structures, afin qu'on puisse éviter, n'est-ce pas, ces cécités qui sont évitables. Les défis, vous le savez, sont d'abord les défis de la participation. C'est les défis d'une bonne communication entre tous les acteurs du système éducatif. Je crois que s'il y a une bonne communication, nous allons pouvoir relever tous ces défis-là qui se dressent à nous. D'abord, d'un engagement citoyen où chacun doit jouer sa partition. Le parent, l'élève, l'enseignant, la collectivité locale. Chacun, dans son domaine, doit savoir prendre un morceau et agir concrètement et correctement
pour que l'école vraiment puisse trouver vraiment son système le plus viable. Et je pense que si cette communication est installée, nous allons arriver à une école d'abord apaisée. C'est d'abord un des défis majeurs qu'il faut lever. L'apaisement de l'espace scolaire. Il faut d'abord qu'on arrive à ça. Ensuite, il faut qu'on arrive également dans le cadre de l'amélioration de la qualité. Avoir un système où tout le monde participe. C'est-à-dire que lorsque l'enfant apprend, qu'il y ait un suivi à la maison. Comme vous le voyez, c'est tous ces acteurs-là qui vraiment combinés peuvent vraiment aboutir à un enseignement de qualité. Nous également, nous devons lutter à effacer progressivement les abris provisoires. Il est le symbole de la déchéance touristique en Casamance. De son lustre d'antan, le centre artisanal de Ziguinchor n'a gardé que les vestiges d'un passé glorieux. Aujourd'hui, ce temple de l'art est réduit à sa plus simple expression, délaissé qu'il est par une population qui oublie même son existence. L'artisanat, ce n'est pas simplement pour les touristes. L'artisanat, c'est pour les touristes, oui, mais aussi c'est pour nous. La preuve en est que quand vous entrez à l'intérieur, vous pouvez trouver une ceinture qui peut correspondre un peu, disons, à vous. Vous pouvez trouver des chaussures qui peuvent être bien pour vous. Vous pouvez trouver des tissus un peu, disons, en art, un habillement, tout ça. Et donc voilà, il ne faut pas que les gens pensent que c'est simplement l'artisanat, c'est pour les touristes. Ce n'est pas simplement les touristes qui aiment les bonnes choses. Malgré les nombreuses promesses des autorités, le centre artisanal est devenu plus un mur de lamentation du savoir-faire artistique. Toutefois, les artisans continuent à garder espoir. Je pense que depuis l'année dernière, on commence à revoir une certaine effervescence, une certaine recrudescence, enfin, venue de touristes. Et donc ça, je pense que ce sont des choses à saluer. Donc heureusement, l'ambassade a levé l'interdit par rapport à, disons, la destination Casamance, la destination Ziguinchor. Donc le fait de lever cet interdit-là, je pense que ça va augmenter la venue, un peu, disons, de touristes européens et voilà, en général. On a espoir, mais des fois, il y a des gens comme le ministre qui viennent ici, qui ne parlaient même n'importe quoi, mais après, on s'y va pour rien du tout. Comme d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de ministres qui viennent ici qui nous disent, bon, certains là, il y avait du tourisme, il y avait tout, mais pas la fin, il n'y a rien. L'espoir des artisans repose sur la reprise de l'activité touristique en Casamance, une résurrection qui pourrait donner un nouvel envol au centre artisanal de Ziguinchor. Une des principales responsables de la commission électorale au Kenya, IEBC, a jeté l'éponge mercredi en estimant que la présidentielle du 26 octobre, organisée après l'invalidation du scrutin du 8 août, ne pouvait pas être crédible. La démission de Roselyne Akombe, une des 7 commissaires de l'IEBC, constitue un énième rebondissement dans la présidentielle kenyane qui a plongé le pays dans sa pire crise politique depuis 10 ans. Dans une interview à la BBC, elle dit également avoir craint pour sa vie et n'envisage pas de rentrer dans son pays natal dans un avenir proche. Madame Akombe, lorsqu'elle a été nommée commissaire de l'IEBC en janvier, comme le reste de l'équipe, avait pris un congé sabbatique de son travail aux Nations Unies à New York. Dans son communiqué, elle ajoute que des agents de terrain de l'IEBC ont ces derniers jours fait part de leurs inquiétudes pour leur sécurité, notamment dans les zones acquises à l'opposition. Depuis l'invalidation de l'élection par la Cour suprême, l'IEBC est la cible première des récriminations de l'opposition. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait qu'il n'a toutefois pas encore formalisé de la présidentielle du 26 octobre, estimant que l'IEBC n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. Un commando taliban a pris d'assaut une base de l'armée afghane de la province de Kandahar, dans le sud du pays, jeudi 19 octobre. L'attaque a fait au moins 43 morts dans les rangs des soldats, a annoncé le ministère de la Défense, et 6 soldats manquent à l'appel.
L'attaque a été menée en pleine nuit vers 2h50 locale. Elle a visé la base de Chamcho dans l'ouest de la province de Kandahar. Elle a été particulièrement meurtrière pour les forces nationales. 43 morts selon le dernier bilan de l'état-major afghan. Une dizaine de combattants talibans a trouvé la mort, indique le communiqué du ministère de la Défense. Les insurgés islamistes affirment quant à eux que les 60 soldats de la base ont été tués. Le bras de fer institutionnel entre Madrid et Barcelone continue. L'ultimatum de Madrid a expiré à 10h. La réponse du président de la Catalogne, Carles Puigdemont, est arrivée. La balle était dans le camp de Mariano Rajoy, mais le bras de fer continue. C'est par une lettre que Puigdemont a fait savoir que le Parlement catalan n'avait pas voté l'indépendance le 10 octobre dernier, mais qu'il pourrait le faire si Madrid persiste dans la répression avec l'article 155 de la Constitution et donc à empêcher le dialogue. À 10h30, le gouvernement espagnol a tenu une conférence de presse. Insatisfait de la réponse des autorités catalanes, il compte poursuivre la procédure d'activation de l'article 155 de la Constitution en vue de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Le Conseil des ministres doit se réunir samedi pour transmettre les détails au Sénat. Ce sera une première historique pour le pays.